Radio Génération, au cœur de la 3e édition du Salon des collectivités locales, découvre de plus en plus avec le JK des performances extraordinaires. Nous recevons sur les antennes de cette radio-là M. Gweli Ange. Il va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Le Modéli, c'est quoi? D'abord, bonjour M. Aka. Pour parler du Modéli, le Modéli, c'est le modèle de développement local inclusif. Modèle de développement local inclusif. Ok. Voilà. Et de plus en plus, dans ce 3e salon, on parle de développement local inclusif. Et vous en êtes le précurseur. Expliquez-nous. Oui, le précurseur avec toute une équipe. Bien sûr. L'État de Côte d'Ivoire et le Japon, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et aussi la JK, Agence japonaise de développement international. En partenariat avec le PNUD, bien sûr. Oui, qui ont initié lors de 2 projets ce modèle-là. Il a été développé dans les régions du Beké et du Haut-Sassandra en vue de pouvoir avoir un développement local, c'est au niveau des collectivités inclusif qui prend en compte vraiment les besoins réels de la population. Voilà. Et puis aujourd'hui, le projet pilote que vous avez fait à Boaké, comme l'a dit là, est-ce que ça marche? Oui, ça marche très bien. Depuis 2013, nous avons eu la première phase dans la région de Beké. C'est 9 collectivités territoriales, 8 communes, plus le conseil régional. Et ce modèle-là a été, à travers diverses activités, conduit dans la région de Beké par ces collectivités territoriales. Alors, plusieurs années plus tard, nous avons vu encore des collectivités qui continuent d'utiliser ce modèle-là dans la gestion du développement de leur collectivité. Qu'est-ce qui fait la différence entre le modèle ici, je m'exprime ici, et l'ancien système? La différence palpable, c'est la contribution de la population, ou bien, je pourrais dire, la prise en considération de l'avis des populations à chaque étape du processus de développement que ce modèle-là promeut. Alors, certaines personnes qui nous écoutent vont se poser la question, mais eux, en tant que population, en griffe, ne sont jamais informés. Quelle est la stratégie pour... Ou alors, est-ce qu'il y a dans chaque localité, dans chaque famille, dans chaque village, il y a un représentant pour une politique participative, ou bien il y a un échantillon dans la population pour une politique participative de la population? Alors quand je dis que l'avis de la population est prise en compte, en fait il faut dire que ce modèle-là c'est un outil pour les collectivités territoriales. D'accord. Voilà, et il repose sur 3 piliers. 3 piliers que nous avons nommés la méthode de planification, la méthode de mise en œuvre et de supervision des travaux et opérations, et ensuite la méthode de gestion durable et de maintenance des infrastructures. Alors, pour pouvoir aller un peu plus en détail, quand nous commençons par la planification, qui est la première étape de ce modèle, les collectivités vont parcourir toutes les localités qui sont sur le territoire et lors de réunions communautaires, les réunions communautaires, c'est des réunions avec toutes les populations ou du moins avec tous les leaders communautaires, les représentants des femmes, des jeunes, les chefs du village, toutes les associations, tous les comités du village. Lors de ces réunions, ils vont prendre l'avis des populations. Après avoir pris leur avis dans les échanges lors des réunions communautaires, ils vont faire des visites de sites pour se rendre compte d'eux-mêmes des infrastructures existantes dans la localité et de leur état de fonctionnement. Et c'est tous ces besoins qui ont été exprimés par les populations et les résultats de ces visites de terrain que la collectivité va essayer de mettre sous forme de base de données. Alors cette base de données va contenir les informations sur la localité, les numéros des personnes ressources, des points focaux et aussi les infrastructures existantes et leurs dispositions. Alors, après cette étape et après la constitution de cette base de données qui va aboutir à une cartographie qui sera élaborée par la collectivité,
des infrastructures et leur état de fonctionnement, ces besoins-là seront maintenant priorisés en fonction des ressources, des capacités financières, je peux dire, des collectivités territoriales, et aussi des critères qui sont en vigueur. Quand je parle des critères, les premiers critères sont les critères en vigueur au niveau national. Et les détenteurs de ces différents critères-là sont les ministères techniques. Alors, au regard de ces critères, en fonction de la capacité financière de la collectivité, on va faire une priorisation pour voir quel projet porter au programme triennal. Alors, bien entendu, la somme de ces priorisations-là va nous permettre d'élaborer un plan de développement pour la collectivité. Alors, après la priorisation, on va encore vers les populations pour leur expliquer les projets qui ont été retenus. Ah, mais c'est super ça. Et les raisons qui ont fait que ces projets-là ont été retenus. Donc, ça évite beaucoup de division entre le peuple, de population. Assez de bavardage, ça évite. Tout le monde est au même niveau d'information et tout le monde a des critères qui sont assez objectifs, qui leur sont exposés. Et au regard de ces critères-là, il n'y a pas beaucoup d'opposition. C'est clair. Voilà. La seconde étape, c'est la mise en œuvre. Une étape est de planifier, de bien planifier. Une autre étape est de bien construire. Bien sûr. Alors, la mise en œuvre, déjà, part de la conception. Voilà, il faut choisir vraiment des plans au regard aussi des partenaires que sont les ministères techniques. La plupart, on y a des standards et des normes en matière de construction d'infrastructures. Et en plus de cela aussi, on étudie la durabilité de ces plans-là et aussi l'aisance qu'il peut apporter aux usagers. Après avoir conçu, après la conception de tous ces plans pour la réalisation des infrastructures, on va passer à la passation de marché. Alors la passation de marché va se faire aussi selon les normes en vigueur dans le pays. Mais en plus de ça, on va ajouter d'autres aspects qui vont permettre la participation d'entreprises au niveau local. Et ça va créer une certaine émulation. Ça va créer de l'emploi aussi. Voilà, créer de l'emploi. Voilà. Et après ça, quand on arrive à la construction, ou bien la mise en œuvre, proprement parler, il y a une supervision régulière qui fait qu'à chaque étape, il y a des visites. Une évaluation, un contrôle. Une évaluation de la part de la collectivité. Mais non seulement de la part de la collectivité, il est associé aussi la population. À travers des réunions de chantier, les collectivités vont expliquer aux populations les différentes étapes. C'est vrai, on dira que les populations n'ont pas les capacités ou bien l'expertise en matière de construction, etc., mais il y a quand même des éléments qui peuvent les expliquer. Et sur la base de ces éléments, eux, ils peuvent aussi faire le suivi de ces chantiers. Alors, quand tout est bien expliqué, quand les populations qui doivent bénéficier de l'infrastructure ne comprennent pas quelque chose qui se passe sur le chantier, directement, elles se réfèrent à la collectivité. Ça veut dire que tout le monde est responsabilisé. Tout le monde est responsabilisé. Ça, c'est une très très bonne l'infrastructure. Le modèle. Voilà. Et même quand l'infrastructure est construite, avant même la remise à la population, il y a une formation des populations sur l'usage. Comment l'utiliser. Et les maintenances primaires que la population peut elle-même faire à leur niveau. Super, voilà, pour que l'infrastructure ne tombe pas rapidement en ruine. Tout cela vraiment favorise la durabilité de l'infrastructure. En tout cas, le développement durable est en marche dans notre pays grâce au JICA, grâce au PNUD, grâce à tous les partenaires qui œuvrent dedans. Votre explication était tellement claire que je pense que nos auditeurs, au plus petit niveau que ce soit, se sent important, se sent respecté. Effectivement. C'est-à-dire que vous prenez le projet, vous le déposez dans la main de la population et la population en retour suit avec les responsables et il y a une transparence à tous les niveaux et que tout le monde en profite. Effectivement, je parlais tout à l'heure de mise en œuvre, il y a la gestion. Il manque dans la plupart de nos constructions. Il n'y a pas de gestion. L'État ou les collectivités construisent une infrastructure, aussi belle qu'elle soit, après
la remise, c'est fini, on tourne l'eau. Alors, c'est ce qui fait que nous avons généralement des infrastructures qui ne durent pas dans le temps. Oui. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure de formation sur la petite maintenance et de mise en contact aussi avec des entreprises qualifiées pour la maintenance. Alors, quand la gestion tout entière de l'infrastructure est confiée à la population, qui est formée sur non seulement la gestion de l'infrastructure, la gestion économique, financière de l'infrastructure, à savoir la mobilisation de fonds pour la maintenance, l'utilisation même de l'infrastructure. Et quand elle se sent impliquée, elle s'approprie cette infrastructure de telle sorte qu'elle est en même de pouvoir vraiment apporter un certain niveau de maintien de cette infrastructure-là sans même avoir à déranger la collectivité. En tout cas, c'est une méthode extraordinaire. Je ne sais pas où vous avez pris ça, mais merci à la JICA, merci au PNUD, merci à l'État de Côte d'Ivoire et merci aux Ivoiriens qui désormais sont propriétaires de leurs réflexions. C'est ça, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Bouy-Ange. Et puis j'aimerais préciser que c'est vraiment l'apanage et le concours de plusieurs entités. Vous avez cité la JICA, l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Intérieur, en particulier la DGDDL et aussi le PNUD. Ah oui, qui fait beaucoup, le PNUD qui fait beaucoup. Alors, merci beaucoup. Et puis, on espère que les auditeurs ont bien pris note et que tout ça, c'est pour le bien-être de la population.